Merci à tous pour votre présence au rendez-vous de l'actu. Mathieu et moi allons aborder ensemble la crise du Covid et son impact sur l'isolement social des personnes âgées. Avant de commencer, nous souhaitons remercier l'accompagnement de l'EN3S dans la préparation de cette intervention, tant au niveau de la veille documentaire proposée qu'en matière de communication ou de logistique. Mathieu, pour définir le sujet, peux-tu nous préciser, s'il te plaît, la notion d'isolement social ? Bien sûr, Estelle. L'isolement social est une notion centrale de notre exposé. Plusieurs définitions coexistent. Pour l'INSEE, l'isolement social est le fait de ne pas avoir de relations sociales fréquentes, associées à des conditions de vie plus favorables, à une sécurité accrue en cas de difficulté et globalement à la santé et au bien-être. C'est une situation dans laquelle se trouve la personne qui, du fait de relations durablement insuffisantes, tant dans leur nombre que dans leur qualité, est en situation de souffrance ou de danger. Les relations d'une qualité insuffisante sont celles qui produisent un déni de reconnaissance et un déficit de sécurité. Pour le Conseil économique, social et environnemental, le risque de cette situation est que l'isolement prive de certaines ressources pour accéder aux soins élémentaires et à la vie sociale. Je laisse maintenant Estelle nous définir la seconde notion centrale de notre exposé, le concept de personne âgée. Merci Mathieu. La définition de la personne âgée est plurielle. En 1962, Pierre Laroque précisait déjà dans le rapport du même nom que l'expression « personnes âgées » recouvrait une réalité disparate ne correspondant à aucune notion moyenne. Ainsi, si l'Organisation mondiale de la santé définit comme âgées les personnes de 60 ans et plus, l'INSEE fixe généralement cet âge à 65 ans. Pour autant, des prestations destinées aux personnes âgées, telles que l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie, peuvent être versées à partir de 60 ans. Finalement, définir un âge pivot est utile, notamment à des fins statistiques, mais cet âge recouvre des réalités physiologiques particulièrement diversifiées. Pour illustration, la perte d'autonomie concernait en 2015 7% des 60-74 ans et 30% des 75 ans et plus. Alors concrètement, que recouvrent ces notions de personnes âgées et d'isolement social ? En France, avec 13,2 millions de personnes, les seniors représentent actuellement 20% de la population. Selon les projections de l'INSEE pour 2070, leur part, et je peux nous inclure Mathieu et moi, couvrira 29% de la population. Concernant l'isolement social, dans une acception stricte, à savoir pas plus d'une rencontre physique ou distante par mois, il peut être considéré que 3% des plus de 16 ans sont isolés à la fois de leur famille et de leur entourage. Cela veut dire qu'1,6 million de personnes n'ont pas plus d'un contact par mois avec leur réseau social. Et parmi ces personnes, 27% ont 65 ans ou plus. Si l'on prend la même définition sur une temporalité hebdomadaire, alors 6,6 millions de personnes sont en situation d'isolement social, soit 12% de la population. Cette période de confinement permet sans doute de se projeter plus facilement et davantage encore dans ce que peut être un quotidien sans contact extérieur. Plus spécifiquement, pour l'isolement des personnes âgées. Dans son rapport de 1962, Pierre Laroque évoquait la nécessité de leur maintien dans la société en excluant toute ségrégation. Depuis, la loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement, adoptée le 14 décembre 2015, a réaffirmé l'importance d'agir contre l'isolement sur l'ensemble du territoire. Et plus récemment, dans son rapport de mars 2019 sur la concertation nationale grand âge et autonomie, Dominique Libault a placé la lutte contre l'isolement comme prioritaire parmi les 175 propositions formulées. Pourtant, la crise du Covid et le confinement généralisé qui lui est associé accentuent nettement l'isolement social, en particulier celui des personnes âgées. Les difficultés en la matière sont exacerbées, mais à travers les médias et l'action des pouvoirs publics et de la société civile, une prise de conscience collective semble émerger sur ce thème. Alors, dans quelle mesure la protection sociale et plus généralement la société peuvent-elles se métamorphoser pour répondre durablement, au-delà de la crise actuelle, à l'enjeu de réduction de l'isolement social des personnes âgées ? Notre présentation s'articulera en deux parties. Dans la première, nous verrons que les personnes âgées ont été les principales victimes du Covid et particulièrement isolées, mais que ces dernières ont été accompagnées par la mise en place de mesures spécifiques.
Dans une seconde partie, nous constaterons que la crise souligne les difficultés rencontrées par la protection sociale pour lutter contre l'isolement social des personnes âgées, mais qu'une métamorphose est possible pour favoriser leur accompagnement. Je laisse donc à Estelle la chance de vous présenter la première partie de l'exposé. Dans cette première partie, nous établirons que les principales victimes du coronavirus, particulièrement isolées durant la crise, sont les personnes âgées et qu'elles ont été accompagnées par la mise en place de mesures spécifiques. En France comme à l'international, les premières victimes sont donc les seniors. Je n'ai pas pour vocation de remplacer le professeur Salomon dans le triste énoncé des décès. Pour autant, les chiffres illustrent l'ampleur de la crise sanitaire. En date du 27 avril 2020, 211 216 victimes étaient dénombrées, un quart environ aux États-Unis et 11% en France, soit 23 327 décès. La diapo projetée met en lumière la répartition par âge de ces décès. Tant en France qu'en Italie, pour comparaison, les classes d'âge les plus âgées sont les plus touchées. Les nuances que nous pouvons constater sur les graphiques concernent le mode de comptabilisation. La répartition des décès par âge en France est issue des données hospitalières et plus précisément de la mortalité en réanimation, alors que la comptabilisation en Italie est globale. En ajoutant les décès représentés sur le troisième graphique, en établissements sociaux et médico-sociaux, c'est-à-dire principalement en EHPAD, la tendance de fond est renforcée et plus proche encore de l'illustration de notre voisin européen. Au regard de l'ampleur de la crise, la protection de la population s'est révélée indispensable, en particulier pour protéger nos aînés. Elle s'est traduite principalement par des mesures de confinement accentuant de fait les risques d'isolement social. Des mesures de lutte contre l'exclusion des personnes âgées préexistaient avant la crise du Covid. Les éléments que je vais présenter n'ont pas vocation à être exhaustifs, mais se veulent représentatifs des actions mises en œuvre. Tout d'abord, la loi d'adaptation de la société au vieillissement qui valorise les actions de Mona Lisa. L'association rassemble depuis janvier 2014 professionnels et bénévoles dans la lutte contre la solitude. Depuis 2019, ce sont 522 signataires de la charte Mona Lisa, collectivités, institutions, sociétés civiles, qui coopèrent pour renforcer l'écosystème relationnel des personnes âgées. Par ailleurs, depuis 2016, la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées a pour objectif de coordonner dans chaque département les actions de prévention de la perte d'autonomie et leur financement. Les 6 axes d'action initialement définis, tels que l'amélioration de l'accès aux équipements et aux aides techniques individuelles, ne prévoient pas explicitement de lutter contre l'isolement social. Néanmoins, dès 2017, la moitié des conférences installées, 50, a choisi d'identifier spécifiquement des objectifs complémentaires, dont la lutte contre l'isolement ou la préservation du lien social. Ensuite, les actions de la société civile. Un exemple à ce stade de l'exposé, l'association des Petits Frères des Pauvres. Elle a été créée en 1946 par Armand Marquiset afin d'accompagner et de restaurer des liens sociaux des personnes âgées isolées. Avec un budget de 72 millions d'euros en 2018, elle mobilise des bénévoles pour accompagner plus de 36 000 personnes âgées par an. Enfin, des préconisations en attente d'aboutissement ont été formulées lors de la concertation Grand Âge et Autonomie. Le rapport de Dominique Libaud place l'inclusion sociale et la liberté de choix des personnes âgées au cœur des réflexions à mener. La lutte contre l'exclusion sociale figure ainsi parmi les 8 priorités définies. Je cite la priorité 7 de lutte contre l'isolement de la personne âgée et des aidants. On ne peut concevoir une action forte en faveur des personnes âgées sans s'engager fermement auprès des proches aidants, dont le rôle est essentiel. L'intervention de la collectivité est nécessaire pour reconnaître et mieux soutenir les aidants. Parallèlement, et pour favoriser la présence non professionnelle auprès de la personne, le bénévolat et la présence de jeunes auprès des personnes âgées doivent être développés. Les éléments seront repris dans la seconde partie de ces rendez-vous de l'actu. Pour introduire les mesures liées à la crise du Covid, il m'apparaît maintenant nécessaire de préciser les risques spécifiques
liées à la situation sanitaire. Tout d'abord, pour les personnes confinées à domicile depuis le 17 mars 2020. Si pour l'ensemble de la population, les mesures sont contraignantes, la possible ostracisation des seniors est renforcée par la fracture numérique impactant les relations sociales à distance et même l'utilisation des attestations de déplacement dérogatoires. En effet, selon l'INSEE, 67% des 75 ans et plus est touché par l'électronisme, c'est-à-dire ne possède pas les compétences de base pour envoyer un mail ou utiliser Internet. Par ailleurs, nombre de personnes âgées ont renoncé ou n'ont pas pu bénéficier de la continuité de service des aides à domicile depuis le début de la période de confinement. Pour les résidents en établissement social ou médico-social, en particulier les EHPAD, le confinement est également impactant. Après le déclenchement du plan bleu dans ces établissements, le gouvernement a décidé de la suspension intégrale des visites de personnes extérieures à compter du 11 mars 2020. Des exceptions pouvant néanmoins être décidées par le directeur d'établissement en lien avec le personnel soignant sur la base des préconisations locales délivrées par l'Agence régionale de santé et la préfecture. Le 19 mars, l'isolement des personnes porteurs du virus a été structuré via la mise en place de secteurs dédiés ou en cas d'impossibilité par l'isolement en chambre des résidents concernés. Le 28 mars, les mesures de protection ont pu être renforcées même en l'absence de cas suspects, avec notamment la possibilité d'un confinement individuel. Néanmoins, dans son avis du 30 mars, le Conseil consultatif national d'éthique rappelle plusieurs garanties fondamentales. 1. Le caractère temporaire et proportionné des mesures. 2. La nécessité d'associer les familles à la prise des décisions à fort enjeu éthique. 3. L'importance fondamentale de la lutte contre l'isolement des aînés. Enfin, la date du 20 avril marque la mise en œuvre d'un plan EHPAD incluant la reprise des visites sous conditions strictes. Aussi, pour faire face au risque d'exclusion sociale de nos aînés, Jérôme Gage a proposé le 5 avril un plan de mobilisation nationale sur sollicitation du ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran. Des mesures sont immédiatement applicables. Il s'agit tout d'abord de renforcer la capacité d'action de la conciergerie solidaire de la Croix-Rouge française, numéro vert d'écoute et de commande de produits de première nécessité, en mobilisant à titre gracieux des écoutants au sein d'entreprises, de mutuelles. Parallèlement, la réserve civique est mobilisée autour de 5 missions, dont le maintien du lien par téléphone avec les personnes fragiles isolées. L'association Voisins Solidaires propose également un kit téléchargeable avec pour objectif d'aider les habitants à organiser l'entraide. Par ailleurs, les acteurs de la Silver Economy, à travers notamment le développement et la mise à disposition de solutions numériques, sont sollicités pour soutenir les aidants et professionnels à domicile et en établissement. Enfin, le plan de mobilisation nationale prévoit la mise à disposition d'outils très concrets pour faciliter la mobilisation des maires et des conseils départementaux, dont un plan d'action territorial partant des 10 besoins du quotidien des personnes âgées, une grille d'évaluation téléphonique de la fragilité. Les organismes de retraite de base et complémentaires sont également acteurs du maintien du lien social, la CNAV et le réseau des CARSAT, la MSA ou encore l'Agir Carco agissent en faveur des retraités fragilisés par la mise en place d'appels de réassurance. Néanmoins, l'ensemble de ces mesures ne doit pas masquer les dysfonctionnements actuels qui soulignent l'importance d'une véritable transition vers une politique du grand âge assumée. Mathieu, je te laisse donc poursuivre pour la seconde partie de notre exposé. Merci Estelle. Nous verrons dans cette seconde partie que la crise sanitaire souligne les difficultés rencontrées par la protection sociale pour lutter contre l'isolement social des personnes âgées. Toutefois, une métamorphose est possible pour favoriser leur accompagnement. Tout d'abord, la crise du Covid met en exergue les défaillances de la politique d'accompagnement des personnes âgées, notamment dans sa dimension de lutte contre l'isolement. En raison du confinement et de certaines défaillances, les personnes âgées ont vu leur isolement se renforcer pendant la crise. Ces dysfonctionnements sont multiples. Tout d'abord, il y a eu pendant la crise des injonctions contradictoires pour les personnes âgées.
Par exemple, les visites à un EHPAD ont été interdites, puis autorisées à nouveau. Dans la dernière allocution du président de la République, les seniors devaient rester confinés plus longtemps que la population générale avant que l'exécutif revienne sur cette annonce qualifiée de stigmatisante par les retraités. Au-delà de la crise, le Covid a mis en exergue des dysfonctionnements structurels et organisationnels. Nous pouvons citer comme exemple la difficile articulation entre sanitaire et médico-social, avec 2 tutelles pour les EHPAD, d'un côté les conseils départementaux, de l'autre les ARS. Cette organisation particulière a accru l'hétérogénéité des prises en charge, qu'elles soient en EHPAD ou à domicile. Les différents types d'EHPAD, publics, privés et associatifs, n'ont pas lutté de la même manière contre le Covid et l'isolement des personnes âgées. Nous pouvons citer les récentes critiques sur la gestion de la crise dans les EHPAD privés à but lucratif. La prise en charge du grand âge est aussi hétérogène au niveau territorial et social. Les dynamiques des conseils départementaux sont différentes et certains départements apparaissent sous-dotés en solutions d'accueil pour les personnes âgées. La lutte contre l'isolement crée aussi de fortes inégalités sociales en raison notamment du reste à charge important dans les EHPAD. La crise sanitaire du Covid a révélé des modifications du modèle familial et une certaine rupture des solidarités malgré les nombreuses initiatives citoyennes. En outre, les acteurs de la politique du grand âge sont nombreux. ARS, conseils départementaux, CARSAT, conférences des financeurs, protection sociale complémentaire, associations. Ces derniers apparaissent insuffisamment coordonnés. Malgré une volonté de développer une politique en faveur des personnes âgées, force est de constater que le secteur médico-social manque cruellement de moyens. Les EHPAD n'ont pas pu lutter efficacement contre l'épidémie et ce manque de moyens a accru l'isolement des personnes âgées. Le taux d'encadrement en EHPAD est insuffisant et les services d'aide à domicile souffrent d'un défaut d'accompagnement. La crise du Covid soulève des enjeux de financement. Tout d'abord, la crise met fortement en tension les financements de la protection sociale. Ensuite, ces difficultés interrogent le financement de la politique dépendance. L'impact de la crise est très fort sur les comptes de protection sociale. Le régime général a vu apparaître de nouvelles dépenses de l'ordre de 8 milliards d'euros dues à l'achat de matériel comme les masques, les médicaments, de primes pour les soignants ou d'indemnités journalières pour garde d'enfants. Mais c'est surtout au niveau de ces recettes que le régime général de la sécurité sociale va être impacté. En effet, le manque à gagner est estimé à 31 milliards d'euros en raison de la crise économique entraînant mécaniquement une diminution des rentrées de cotisations sociales, de CSG et de TVA. Le déficit du régime général pour 2020 est estimé à 41 milliards d'euros contre 1,9 milliard d'euros en 2019. La crise sanitaire a également mis en tension le risque chômage, avec plus de 10 millions de personnes en chômage partiel et un déficit estimé à environ 50 milliards d'euros. Les difficultés financières rendent caduques les outils de financement prévus pour lutter contre la dépendance. En effet, alors que le rapport de Dominique Libault préconisait de financer ce nouveau risque par les excédents du régime général de la sécurité sociale jusqu'en 2024, cette piste apparaît aujourd'hui impossible en raison des perspectives de déficit. Après 2024, un nouveau prélèvement assis sur la même assiette que la CRDS devait prendre le relais suite à l'arrêt de la CADES. Or, la CADES devrait être prolongée au-delà de 2024, interrogeant donc cette source de financement. Dans la dernière partie de notre exposé, nous montrerons que les constats réalisés lors de la crise actuelle nécessitent la construction d'une politique ambitieuse en faveur des personnes âgées. Des perspectives existent pour lutter contre l'isolement des personnes âgées. Les différents rapports proposent des actions concrètes et il est possible pour la protection sociale de prendre le virage du numérique. Tout d'abord, le rapport de Dominique Libault propose des mesures pour lutter contre l'isolement social autour de 3 objectifs. Accompagner les aidants et les aînés, favoriser la mobilisation non professionnelle pour lutter contre l'isolement et renforcer l'attractivité et la qualité des soins à domicile. Concernant les aidants, pilier de la lutte contre l'isolement, le rapport propose la création de maisons des aînés et des aidants ainsi que l'indemnisation du congé du proche aidant. Pour favoriser la mobilisation non professionnelle et lutter contre l'isolement social, le rapport propose de lancer une mobilisation nationale des bénévoles auprès des personnes âgées, de mobiliser le service civique, mais aussi de créer une plateforme nationale de l'engagement citoyen des seniors, recensant l'ensemble des offres auprès des acteurs de proximité. Le rapport de Jérôme Gage reprend globalement les mêmes axes de travail et propose donc de soutenir et d'accompagner les aidants et de mobiliser des ressources nouvelles pour lutter contre l'isolement. Il propose également de déployer une cellule de coopération de lutte contre l'isolement avec les élus locaux, ainsi que la création d'un site national pour partager les bonnes pratiques et initiatives locales. Quant au rapport de Myriam El Khomri, il détaille uniquement des propositions pour renforcer l'attractivité des métiers d'aide à domicile. Au-delà de ces différents rapports,
le mouvement de numérisation de la lutte contre l'isolement est en marche. En effet, les sites Internet pour rompre l'isolement des personnes âgées se multiplient, comme par exemple Happy Visio, qui propose aux seniors de partager des activités ludiques et culturelles, ou Delta 7, qui offre des programmes de remise en forme adaptés à cette population. En cette période de confinement, les personnes âgées ont pu mesurer tout l'intérêt des visioconférences pour ne pas se sentir isolées. Des outils simples et ergonomiques leur sont dédiés, comme Emotivi, mais les personnes âgées peuvent également compter sur les outils classiques comme WhatsApp ou Skype. Le numérique offre la possibilité à tout citoyen, et notamment aux personnes âgées, de se mettre en relation simplement. Enfin, une politique de l'isolement 2.0 ne peut ignorer la silver economy, qui à terme apportera des réponses très concrètes en termes de lutte contre l'isolement social des personnes âgées. Pour illustrer les impacts concrets de ces mesures sur la vie quotidienne des personnes âgées, nous vous proposons de vous raconter les situations de Suzanne et de Paul en 2030. Ce sont les deux personnes que vous voyez en photo dans notre présentation. Commençons par Suzanne. Elle a 85 ans depuis quelques jours et vit en province, comme diraient certains, dans un petit village de 300 habitants en Corrèze. Elle souhaite continuer à vivre dans sa maison natale, qui compte beaucoup pour elle. Elle lui rappelle son enfance, mais surtout sa vie avec son mari Gilbert, décédé il y a 10 ans. Malgré le fait qu'elles sont en perte d'autonomie, évaluée GIR4, elle ne se sent pas isolée, loin de là. Elle peut compter sur sa fille Jacqueline, toujours à ses côtés pour l'accompagner grâce à son congé de proche aidant. S'occuper de sa mère fatigue Jacqueline, mais elle peut bénéficier de solutions de répit dans son département. Suzanne bénéficie aussi de soins à domicile, quotidiens et de qualité, sans lesquels elle ne pourrait pas rester à domicile. Vivant dans un désert médical, elle bénéficie de téléconsultations avec son médecin traitant sous le contrôle d'un infirmier libéral. Sa semaine est aussi rythmée par la visite de Chloé, une étudiante en service civique qui vient déjeuner avec elle tous les mercredis midi. Des bénévoles d'une association de seniors viennent également passer du temps avec elle et lui apportent sa gourmandise préférée, le berlingot. Les nouvelles technologies lui permettent de faire des visioconférences avec ses petits-enfants qui habitent à plus de 500 km de chez elle, mais aussi avec d'autres personnes âgées. Passons maintenant à Paul. Il a 92 ans et vit dans un EHPAD à Toulouse, comme vous pouvez le voir derrière lui. Sa perte d'autonomie est importante, évaluée GIR2. Sa vie quotidienne lui convient. Il se sent parfaitement accompagné par les équipes de l'établissement qui ont fortement augmenté en 10 ans. Il ne se sent jamais seul et loue régulièrement auprès de son entourage les qualités de ses deux aides-soignantes préférées, Michel et Nadia. Au-delà des échanges avec les autres résidents, deux étudiants en service civique, Gabriel et Sébastien, viennent régulièrement le voir. Il adore passer du temps avec eux pour se remémorer sa jeunesse et ses souvenirs d'étudiant en droit. Comme Suzanne, il fait régulièrement des visioconférences avec ses 4 petits-enfants et ses 7 arrière-petits-enfants qui habitent aux 4 coins du monde via un dispositif de visio particulièrement adapté à son âge. Pour financer cette politique concrète d'accompagnement des seniors et de lutte contre l'isolement, plusieurs options sont possibles. La première consiste à financer la dépendance par une assurance obligatoire. La seconde possibilité est de financer cette politique par de l'endettement. Une autre hypothèse serait de la financer en procédant à des arbitrages avec d'autres dépenses publiques. La solution qui nous paraît la plus intéressante serait de financer cette lutte contre l'isolement des personnes âgées et plus globalement la dépendance par une métamorphose des prélèvements sociaux fiscaux pour profiter ainsi des effets post-crise sur l'opinion publique. Préconisée notamment par le Sénat, la solution de créer une assurance dépendance obligatoire à partir de 40 ans ou au début de la vie professionnelle aurait pour avantage de respecter les critères de Maastricht et de pouvoir être mise en place rapidement. Toutefois, des économistes comme André Masson soulignent les difficultés pour les jeunes générations de payer ce nouveau prélèvement en raison de l'augmentation du coût de la vie et de l'incertitude liée à l'accès à l'emploi. L'acceptabilité sociale de ce nouveau prélèvement est également interrogée. Comme évoqué précédemment, le rapport de Dominique Libaud proposait initialement de financer la dépendance à partir de 2024 par un nouveau prélèvement assis sur la même assiette que la CRDS et de placer les excédents de rendement de ce nouveau prélèvement sur le fonds de réserve des retraites. La crise sanitaire a fortement impacté ce modèle de financement, de par notamment la prolongation de la CADES après 2024. Cette solution de financement pourrait passer par de l'endettement, au regard notamment de la nécessaire modification des règles budgétaires européennes. Mais la solution qui nous semble la plus intéressante aujourd'hui est celle d'une profonde modification des prélèvements, dans un objectif de lutte contre les inégalités et un renforcement des solidarités à la fois intergénérationnelles, mais surtout intragénérationnelles. Nous proposons ainsi la refonte de l'impôt sur les successions et donations, une réforme de l'impôt sur les plus-values immobilières,
ainsi qu'une modification des exonérations de cotisations patronales pour les salaires supérieurs à 1,6 SMIC. Nous sommes conscients que cette réforme de financement peut poser un problème d'acceptabilité sociale, en particulier pour l'impôt sur les successions et donations, en raison notamment de l'attachement des Françaises et des Français pour ce type de transmission familiale. Je laisse maintenant Estelle conclure notre exposé. Le vieillissement de la population, lié à l'avancée en âge des générations issues du baby-boom, doit questionner sur le rôle de la sécurité sociale dans la prise en charge de la dépendance comme continuité naturelle des politiques d'action sociale retraite et des politiques familiales. Le Haut Conseil à la famille est devenu le Haut Conseil à la famille, à l'enfance et à l'âge en 2016. Par sa présence sur l'ensemble du territoire, sa capacité d'agir, tant au niveau des prestations qu'au niveau de l'accompagnement social, la sécurité sociale doit s'inscrire comme acteur majeur de la nécessaire métamorphose de l'accompagnement du grand âge. Je vais laisser maintenant Mathieu terminer notre exposé. Nous tenions avec Estelle terminer cette présentation par une citation de Pierre Laroque qui est vraiment importante pour nous, qui nous plaît beaucoup et qui illustre plutôt bien, je le trouve, nos propos du jour. Je me permets donc de vous la lire. Tout en évitant de faire naître chez les personnes âgées un sentiment de dépendance, pourra-t-on respecter le besoin qu'ils éprouvent de conserver leur place dans une société normale, d'être mêlés constamment à des adultes et à des enfants? Merci beaucoup. Merci à tous.